Bienvenue à ce plateau direct spécial consacré à l'affaire d'Anne-Yvon. Nous sommes au deuxième rendez-vous après la reprise mercredi dernier, 19 mars 2025, des audiences. À la barre, une seule personne qui comparaît en témoin. Le chef de la commission d'enquête spéciale mise sur pied à l'époque des faits. Les échos indiquent une suite de contradictions, toujours d'anomalies dans le cours de la procédure d'enquête policière ouverte à l'époque des faits, 15 ans plus tôt. Et surtout des immixtions incongrues, tout sauf propres à faciliter la manifestation de la vérité, si ce n'est d'étendre un épais brouillard sur la procédure, sur le procès, et le rendre potentiellement long, difficile. Quelles implications donc des immixtions sur le travail de la justice? C'est la trame du rendez-vous de ce dimanche. J'ai le plaisir de co-animer ce plateau direct avec Éric Guédénon de Canal 3. Éric. Bonjour Osias Sonovour et bonjour à toutes ces personnes qui nous regardent en ce moment. Depuis quelques jours, nous suivons ce procès. C'est un drame humain qui s'est produit et un procureur s'est décidé de faire la lumière et toute la lumière sur cette affaire qui continue de secouer notre communauté. Accusés, victimes et témoins, leur destin se croise dans une série d'audiences où chaque mot, chaque regard, chaque silence peut faire basculer la balance. Derrière les faits, il y a des êtres humains, des familles brisées, des vies bouleversées, des personnes confrontées à l'inimaginable. Nous allons explorer les méandres de leurs émotions dans cette quête de vérité et de justice tout au long de cette émission. Et comme vous le savez, notre objectif est d'analyser les faits et tenter de comprendre les enjeux de cette affaire qui soulève les questions essentielles, à savoir notre sécurité, notre appareil judiciaire, les procédures en matière d'enquête criminelle. Vous connaissez les 3 commandements de cette émission. Pas d'injures, pas d'attaque personnelle, absolument, pas de jugement. Et pour participer à cette émission, un seul numéro, le 01 69 59 31 72. Vous pouvez aussi réagir sur les canaux digitaux de nos 2 chaînes de télévision. Nos invités ce dimanche, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Eudos Soglo, vous êtes contrôleur général de police. Merci de nous renouveler votre disponibilité. Merci, je vous en prie. En face de vous, Dr Francis Lojatadé, vous êtes analyste politique. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci infiniment. Osias Sonovour, pour planter le décor de cette émission, nous allons faire un tour à la régie pour suivre le compte-rendu de notre collègue Louise Winantor sur l'audience du procès d'Anne-Yvon qui s'est déroulé le mercredi dernier. Un seul témoin a été écouté pendant 4 heures d'horloge. Il s'agit de Firmin Boko, capitaine de la gendarmerie nationale au moment des faits et président de la commission rogatoire créée le 1er septembre 2010 et revue le 17 septembre de la même année. Il a décrit les circonstances de l'arrestation de Alofa, le principal accusé. Selon ses déclarations, Alofa aurait eu plusieurs échanges, 10 fois avec Anne-Yvon avant sa disparition. Mais Alofa était en garde à vue pour un vol commis dans la nuit du 23 août 2010. Et c'est pour les besoins de l'enquête qu'il a été extrait pour être entendu. Firmin Boko ajoute que Alofa aurait affirmé que les comprimés de Valium administrés à Anne-Yvon proviennent de donations à Moussou, l'autre co-accusé, est remis à Alofa par Paul alias Polo, l'un de leurs amis. Selon son témoignage, Alofa lui aurait confié que Anne-Yvon, après qu'il a bu la potion, aurait perdu connaissance et ils en ont profité pour l'étrangler. Certains de ses organes, il s'agit son cœur et ses organes génitaux et une oreille ont été prélevés et conservés dans un bocal avec de l'alcool. Son corps enfoui à l'arrière-cour de sa maison. Appelé à la barre pour la contradiction, Alofa dit n'avoir jamais été interrogé par Firmin Boko. Autant de révélations troublantes les unes que les autres, mais au finish, est-ce qu'on sait qui aurait pu tuer Anne-Yvon? C'est une question posée par Maître Baparapé, avocat de la partie civile. Firmin Anne-Yvon répond, c'est Alofa qui a tué Anne-Yvon. Une réponse péremptoire qui n'a même pas ému l'assistance. Et l'autre question pertinente, Rodrigue Babagbito, posée par Maître Zinflou, l'un des avocats des accusés, il a voulu savoir s'il n'a pas été influencé par les politiques et les médias dans la conduite de l'enquête. Avec un soupir, il répond, je cite, « Je reste professionnel dans tout ce que je fais. Je n'ai d'ordre à recevoir de personne et je n'ai reçu aucune influence, ni politique,
ni médiatique. Et puis le président de CEIAN, Guillaume Lally, toujours dans la dynamique de comprendre et de mettre en lumière toutes les zones d'ombre qui entourent cette affaire qui a mis en émoi tout un pays, a décidé de suspendre la séance. Pour tout comprendre, vous le savez. Et la séance reprend le 8 avril prochain. Suspendre la séance pour tout comprendre, justement, c'est tout l'enjeu, c'est tout le défi, en fait, le dilemme de cette affaire qui est en cours en justice. Chers invités, comprendre ce qui s'est passé réellement, aller jusqu'au bout de la vérité, difficile quand au bout des audiences, des déclarations, on sent une forme d'immixtion. Et c'est ça qui pend au bout de la question de Maître Zinflou lorsqu'il demande si à l'officier Boko Firmin, chef de l'enquête, chef de la commission spéciale d'enquête qui avait été mise sur pied à l'époque, s'il ne planait pas sur l'enquête justement la main du politique. Il y a eu beaucoup de manifestations à l'époque, on va y revenir. Mais d'abord, la question de principe, de base, c'est de savoir, à vos yeux, ce que potentiellement, justement, à l'égard des différentes déclarations d'un colonel, chef de la garde présidentielle, qui ne serait pas partie de la commission, mais qui, de lui-même, s'immixe dans l'affaire, se trouve porteur du téléphone portable Marc Zekele de la victime, est-ce que ce genre d'immixtion est propre à assurer, à garantir une sérénité de la procédure et offrir des garanties d'aller à la vérité? On commence par vous, monsieur le contrôleur général de police à la retraite, vous qui êtes un spécialiste des questions de procédure d'enquête policière et judiciaire. Merci, monsieur le journaliste. Je salue les téléspectateurs et je voudrais dire que lorsqu'un crime ou un délit est commis, j'ai dit ici lors de mon dernier passage qu'il y a des structures qui sont chargées d'élucider. Alors, nous allons partir d'abord de la saisine. Lorsque Danivo a disparu, comment est-ce que les structures compétentes qui pourraient élucider le dossier ont été saisies? Parce que dans la pratique, lorsque la structure est saisie, le premier acte à poser, c'est d'en rendre compte au procureur de la République et une équipe doit se déplacer pour aller faire les constatations. Dès lors qu'il y a faille au niveau des premières constatations, au niveau des premières réactions qu'il faut avoir, et que cela prend du temps. Je dis prend du temps parce que ça a quitté la compagnie pour aller au niveau d'une commission d'enquête judiciaire. Lorsque tout ça se produit, des acteurs extérieurs auront le temps donc de s'immiscer dedans. Mais la mise en place d'une commission, est-ce que cela ne dénote pas d'une volonté de faire la lumière dans une telle affaire, de façon spécifique? A priori, on pourrait dire oui, mais lorsque nous regardons de par le passé, on interroge un peu l'histoire des enquêtes de crimes, je vais en citer peut-être deux, à titre illustratif. En 2005, qu'il vous souvienne que l'équipe des écureuils juniors, le portier, Samuel Campos, avait été assassiné. C'est un événement majeur parce que la Coupe d'Afrique était déjà proche. Dans un délai très court, la structure compétente qui a été saisie, c'était la direction de la police judiciaire et l'enquête n'a pas duré plus de 8 jours. Parce que les officiers de police judiciaire suffisamment professionnels, outillés pour et dans les actes aussitôt posés, ça n'a pas mis du temps, ça n'a pas pris du temps. Le deuxième exemple, il remonte peut-être plus loin, qu'il vous souvienne que dans notre pays, il y a plusieurs années déjà, nous avons entendu parler de l'affaire Taïgla, où une dame, pour quelle raison on ne sait, s'était organisée pour que son époux soit assassiné et que lors de l'enquête, le commissaire Tchakbé, en charge du dossier à l'époque,
n'est pas allé plus loin. Il a juste posé la question, madame, vous étiez où lorsque ces événements se sont produits? Elle a simplement affirmé qu'elle était au cinéma. Il a suivi d'une seule question. Le commissaire Tchakpaye a demandé à la dame, est-ce que vous pouvez nous révéler le titre du film que vous êtes allé suivre? C'est fini. Elle s'est écroulée. Donc, les premières réactions permettent donc de toucher à l'essentiel du dossier, à la quintessence de ce qui est attendu. Vous voyez... Et les réactions doivent être obtenues, les investigations, les enquêtes doivent être menées par des structures compétentes, vous l'avez dit. Au-delà de la commission spéciale sur laquelle Eric vous a interrogé, qui a été mise en place pour le cas d'Anivor, merci de rappeler là où les structures de l'État officielles, policières, qui devraient s'en saisir. Et qui devrait les saisir? Bon, et la question pourrait être posée de savoir qui a saisi la compagnie. C'est le deuxième point de ma question. Alors, une fois la compagnie saisie... On rappelle que vous parlez de la compagnie de gendarmerie. Absolument. Une fois la compagnie de gendarmerie saisie, il était loisible à la compagnie de reverser, après en avoir rendu compte au procureur de la République, le dossier à la direction de la police judiciaire. Alors, les premiers actes à poser, lorsqu'ils ne l'ont pas été, la faille commence. Je sais que vous avez évoqué certains axes assez importants que nous allons certainement aborder. Je voulais donc dire de cette saisine au reversement, si je puis le dire, à la commission d'enquête judiciaire, un temps a dû s'écouler. Et les preuves, la recherche de preuves, indices, c'est en un temps relativement court que ces actes doivent être posés. Mais il n'empêche que si des preuves sont dissimulées, cela peut obliger à prendre le temps de les retrouver. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, un criminel, lorsqu'il pose un acte, il prend les précautions pour qu'on ne le retrouve pas. Pour essayer de le rendre... Ni lui, ni ses complices. Pour essayer de rendre le crime parfait. Parfait. Alors, il appartient aux officiers de police judiciaire de couper un à un les fils dont lui s'est servi pour attacher la commission de l'infraction. Et là intervient l'expérience, le professionnalisme et le sens d'analyse et d'anticipation des officiers de police judiciaire. Et donc la direction de la police judiciaire, si elle est saisie, peut donc choisir, identifier des flics, pardon pour le mot, assez doués, qui ont du flair, qui ont de l'expérience, comme vous le dites, qui ont du nez, pour pouvoir constituer une commission. Mais ça, c'est de l'autorité ou, comment on appelle, si, de la discrétion des responsables de l'autorité de police judiciaire. J'avais tantôt donné des exemples pour illustrer ce que j'ai dit. Et je vais peut-être poursuivre pour vous rassurer et dire, souvenez-vous qu'il y a eu braquage d'un véhicule fourgon de transport de fonds derrière la présidente de la République dans ce pays. Et ça, c'est en 2006. En 2006, et lorsque les faits sont intervenus, les premiers actes qui ont été posés ont permis de commencer par rassembler les preuves immédiatement. Et ce dossier a été élucidé. Et pour la petite histoire, aucun officier de police judiciaire n'a été interpellé à la justice, par la justice. Je donne un deuxième exemple pour dire l'histoire, le dossier de la Sofabé, où il y a eu mort d'homme. La police judiciaire, la direction de la police judiciaire a non seulement élucidé le dossier, mais elle a en son sein l'Interpol, puisqu'il y a eu des déplacements sur le Nigeria. J'aurais fini en citant le dernier exemple, qui est le braquage intervenu à la frontière de Craqué. De mémoire d'homme, c'est un crime. Des individus ont pu s'organiser pour venir frapper sur le territoire du Bénin. Mais les premières réactions, les premiers actes qui ont été posés par la direction de la police judiciaire avec les OPJ, appuyés par la brigade anticriminalité, la BAC et les RAID, ces opérations se sont déroulées en un temps record.
Et cela a permis de convaincre la partie nigériane de ce qu'on a les preuves formelles pour impliquer certaines personnes résidant sur leur territoire, avec des adresses précises. Et il y a eu déplacement donc des OPJ appuyés par les unités spécialisées. En plus, c'est le directeur général adjoint de l'époque de la police nationale qui a conduit cette mission, appuyé par l'Interpol. Donc, entre Interpol, la chose a été aussi facile. C'est pour dire en conclusion que lorsqu'un crime se commet, le directeur de l'enquête, c'est le procureur de la République. Dès lors qu'il est saisi, il donne des directives, il ordonne l'ouverture d'une enquête, et à partir de là, les OPJ savent ce qu'ils ont fait. D'accord. Quand il y a de l'émission, bon, venons-en. Ça peut fausser. Déjà, en parlant d'émission, c'est qu'il y a une personne, une main ou extérieure au personnel compétent en matière, qui s'insère dans le dispositif qui n'est pas prévu par le Code de procédure pénale. Donc, ces personnes, leur présence pose un problème déjà dans la gestion du dossier. Est-ce que ces émissions-là vont laisser libre cours, l'indépendance aux officiers de police judiciaire d'agir en toute sérénité pour la manifestation. Et dans ce cas, l'État a fait l'option de la mise en place d'une commission. Est-ce que la pratique elle est courante de vos années d'expérience dans des affaires pareilles? Et de ce que je sais, j'ai travaillé à la police judiciaire et j'ai pu dire que lorsqu'on crée une commission d'enquête judiciaire en dehors des structures légales prévues, c'est les résultats auxquels on aboutit. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je suis désolé, mais ça ne marche pas toujours. Voilà. Vous faites aussi le même constat. Une commission qui a été mise en place et dont les résultats ne sont pas forcément les mêmes avec les structures compétentes qui devraient travailler. Le ressenti et l'appréhension potentielle. De faire un rappel, parce que depuis peu, j'occupe un poste extrêmement sensible. Je suis chargé des politiques de bonne gouvernance et d'éthique, d'intégrité au Haut Commissariat à la prévention de la corruption, ici au Palais de la République. Et à ce titre, je suis astreint à l'obligation de réserve. On n'ira pas au fond du dossier. Bon, d'accord. On imagine que vos nouvelles charges vous chargent davantage, permettez la tautologie, d'assez de scrupules par la manière dont la gouvernance du pays est gérée sur tous les plans. Oui, mais vous faites bien de le dire, parce que c'est parce que en fait, cette question soulève des préoccupations majeures liées à l'éthique, à la bonne gouvernance, mais aussi à la transparence. Éthique parce que j'ai suivi dans le dossier qu'un ministre, l'année d'avant, en fait, permettez-moi, parce bien sûr, c'est des faits, a dit qu'il a pris de l'argent et il est allé voir un détenu à qui il a transmis de l'argent. La corruption a plusieurs visages. Ce cas nous intéresse parce que c'est un affaissement moral. Un ministre, en fait, incarne l'éthique, incarne la morale, incarne la bonne gouvernance. Vous voyez les personnages et vous voyez les lieux. En fait, l'univers carcéral, ce n'est pas un univers propice pour un ministre. Pour un détenu, en fait, il a perdu ses droits et il attend une réinsertion. Un ministre qui prend de l'argent, qui va voir un détenu, vous comprenez bien qu'il y a un problème, en fait, d'éthique et de morale qui se pose. C'est en cela que ça intéresse, en fait. En principe, une commission parlementaire doit se mettre aussitôt en place. Vous savez qu'en France, lorsqu'il y a eu cette affaire de contamination du sang, malgré que le soit pendant, la justice, il y a eu une commission pour connaître cette affaire. Et il y a eu d'autres affaires, telles que le musée de la corruption. Vous savez, cette affaire du siège Parlement, ça a laissé, en fait, j'espère bien que ça intéresse aussi le Haut Commissariat. C'est en cela qu'on estime que toutes les affaires d'État qui touchent aux questions d'éthique, de bonne gouvernance et de transparence devait faire l'objet d'une préoccupation au niveau du Haut Commissariat. C'est à ce titre que j'ai accepté, après avoir obtenu en fait, l'avis de ma hiérarchie. Ceci étant, c'est que pour cette question d'émission, je suis un peu bien peiné parce que l'émission forcément sème le doute sur l'impartialité de la procédure. Et je crois que le contrôleur général a bien fait de souligner ça. Est-ce que les gens ont intérêt à ce que la procédure aboutisse?
D'abord, c'est un dossier assez complexe, vous convenez avec moi. Vu la complexité, la durée du dossier, et vu l'attente des citoyens béninois, parce que les citoyens attendent à ce que notre justice soit une justice assez transparente. Quand nous ayons des magistrats intègres, que nous garantissons l'équité au niveau de la justice, mais aussi que nous assurons que les prévenus bénéficient en fait d'un contradictoire. Ce qui se passe actuellement, c'est à saluer et ça s'inscrit dans la dynamique de la transparence recherchée au niveau, par exemple, du Haut Commissariat. Je constate en fait que dans le déroulé des faits, il y a tellement de témoignages aussi contradictoires que d'éléments troublants. L'émission, par exemple, du chef de sécurité, exactement, du président de la République, colonel Kouma Segwa. Dans ce dossier, comment a-t-il pu être impliqué dans ce dossier? Parce que est-ce qu'il était patron de la sécurité de Daïvo? Comment a-t-il pu obtenir des objets sensibles qui devaient se retrouver avec le procureur? Voilà autant de questions. Sa conviction. C'est-à-dire, on va les évoquer tout à l'heure. Qui sèment du trouble et du doute sur l'impartialité, évidemment, de l'enquête. Entre le monde, je dirais, politique et les affaires judiciaires, souvent, il n'y a qu'un seul pas. Alors, pensez-vous qu'il y a un lien entre l'affaire Daïvo et les réalités du monde politique? Je crois à votre appréciation des choses. Non, c'est la façon dont la question est traitée. Si ce dossier avait été mieux abordé, on n'aurait pas suscité des tensions aussi bien politiques que judiciaires. Vous constatez que notre justice est à l'épreuve, mais elle doit pouvoir tenir le coup et donner la preuve que c'est une justice digne du nom, parce qu'il n'y a pas de procès qui ne puisse pas connaître une fin. 15 années pour le procès. Écoutez, vous avez vu, nous tous, en fait, je suis indigné, choqué, chagriné que dans mon pays, qu'un dossier aussi sensible que celui-ci ait pu durer 15 années. Et que dans la commission des faits, le présupposé, en fait, auteur du crime, soit encore dans les liens carcéraux, au moment où Daïvo, le 17 août 2010, a été pris, a fait des portées disparues. Mieux, c'est que courant 2010, je l'ai évoqué dans une de mes interventions, courant 2010, en fait, février 2010, il paraît que Daïvo, puisque vous savez que c'est un haut cadre du ministère des Finances, et il y a des dossiers sensibles. Les dossiers, par exemple, que le ministre doit traiter, en fait, qui sont affectés au ministre, ils sont affectés. Les dossiers que le DGB doit avoir, ils sont affectés. Donc, il gère un pôle extrêmement sensible. Par conséquent, il avait à sa possession des dossiers. Bon, maintenant, est-ce que mais ce crime qui a été commis... Gênant? Non, parce qu'il y avait tellement de scandales, paraît-il, et qu'il en savait quelque chose. Maintenant, la question de bonne gouvernance, est-ce que ce crime veut maquiller, masquer la dynamique de bonne gouvernance? Ça, c'est notre problème. Est-ce qu'on veut protéger des criminels qui ont siphonné les fonds de l'État? En fait, je n'en sais absolument rien. Ce que je trouve, c'est qu'il faut que ce procès puisse nous permettre, dans la transparence, le gouvernement béninois a intérêt à ce que ce jugement soit transparent pour que ce soit réglé une fois pour toutes, que les citoyens sachent dorénavant que nous avons une justice crédible. En fait, c'est la crédibilité de la justice béninoise qui est en jeu, qui est engagée. Aujourd'hui, pourquoi ça a duré 15 années? Est-ce que ce n'est pas un déficit d'expertise? Maintenant que la procédure a été réouverte à la faveur de la saison criminelle de mars 2025, il faut bien que, dans le déroulé, que nous puissions avoir la manifestation de la vérité. Parce que sur plusieurs pans du sujet, vous avez vu qu'il y a eu obstruction à la vérité. Et cette obstruction, forcément, nuit. Et les différents acteurs, que ce soit ministres ou autres personnalités, parce qu'il s'agit de savoir qui sont ceux qui dirigent l'État béninois. Ce matin, à 5 h du matin, en fait, à 5 h du matin, je me suis réveillé, j'ai allumé mon poste téléviseur pour suivre les débats contradictoires, parce que j'aime beaucoup plus les débats élitistes. Je tombe sur une chaîne panafricaine qui affiche une citation de Socrate. Les citoyens qui élisent des politiciens corrompus et traites ne sont pas des victimes, mais plutôt des complices. Fin de citation. Alors, Socrate... Quoi qu'il faut le savoir, il faut pouvoir identifier entre ces personnes élues qui est un bon citoyen ou pas. Et nous en sommes au XXIe siècle.
Et nous constatons que nous avons des problèmes au niveau du choix de nos dirigeants. Puis ça pose un problème éthique, un problème d'affaissement moral. C'est en cela que moi, ce sujet m'intéresse. Et je ne suis pas ici forcément en qualité de représentant de l'institution, mais je suis là en qualité, évidemment, d'analyste. Et les faits doivent être appréciés de façon objective. Et ce que je veux, c'est que la justice béninoise, évidemment, joue la carte franche pour que ce procès soit transparent. Nous sommes sensibles aux questions de transparence. Une justice qui garantit l'équité, l'impartialité, l'intégrité des avocats, mais aussi l'intégrité des juges. Vous avez évoqué transparence. Est-ce qu'à la lumière de ce que M. Soglo a expliqué tout à l'heure en termes de procédure dans de pareilles affaires, est-ce que selon vous, cela jette un peu de doute sur la façon dont les choses se sont déroulées? Mais écoutez, le constat est là. Vous avez vu, il a évoqué l'affaire Taïga des années 70. Il a évoqué plusieurs affaires. Bon, je crois que le commissaire Tchak, dont vous avez parlé, quand il a mis la fille de Taïga à côté, la version qu'elle a servie, c'était autre. La version que la femme a servie est autre. Donc ça a permis à le contracteur d'obtenir, de savoir que ce n'était pas ça. Et puis la suite, on sait. Bon, il y a bien d'autres affaires que vous avez évoquées. Vous avez bien fait d'évoquer. Parce que j'ai fait en fait l'autopsie de toutes les affaires d'État. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'une affaire politisée, c'est une affaire d'État. On va revenir parce que on va y arriver. Vous allez argumenter justement ce concept qui n'est pas forcément partagé par bon nombre de personnes. Oh, mais il faut que les gens sachent. C'est parce que cette affaire certainement a été réouverte à la veille des élections de 2026. Nous sommes dans une période préélectorale. Mais ça n'a rien à voir, puisque une affaire d'État peut être ouverte, la justice peut décider d'ouvrir, de connaître une affaire, de connaître des tenants et aboutissants d'une affaire à tout moment. Ce n'est pas lié au calendrier politique. Je suis bien gêné que des citoyens croient que c'est parce que seulement la veille des échéances des élections générales 2026 qu'il y a cette affaire. Mais écoutez, la question de la justice indépendante, elle est essentielle pour garantir les processus démocratiques qui sont en cours en Afrique. Il n'y a pas que le Bénin. Et nous devons nous assurer que notre justice nous permet non seulement d'assurer une bonne gouvernance au niveau des institutions, d'assurer l'équité, l'intégrité. Mais quand un fonctionnaire quitte le service et qui doit rentrer chez lui parce qu'il a quitté son service, il devait rejoindre son domicile à Calavi, et puis en chemin, il a disparu. Il a disparu. C'est une inquiétude. Et ça doit étonner tout le monde. Et c'est ça qui fait que l'opinion publique nationale est assez attentive au déroulement du procès et attend à ce que les présumés, parce que là, ils ont encore la présomption d'innocence. Ils ne sont pas encore condamnés. Il y a une accusation. Maintenant, quand on voit les chefs d'inculpation qui sont là, mais il y a des débats autour, ils ont leurs avocats. Mais c'est parce qu'il y a eu l'émission des politiques. Chez vous, c'est établi. Il y a plusieurs politiques qui ont été cités. Vous avez vu que le procès a été arrêté plus de 2 fois. Donc, 2 suspensions et une dernière reprise cette fois-ci. J'espère que ce soit la reprise la plus heureuse. Parce que elle a été reprise parce que le ministre, je crois, Séverin Quenom, a dû instruire, a saisi par courrier le procureur général au fin d'autoriser un supplément d'information. Donc, une enquête complémentaire a été faite et c'est à l'issue de cette enquête que l'ouverture, à la faveur de l'ouverture de la session criminelle, ce dossier est venu, encore été inscrit à l'ordre du jour. Ça veut dire qu'il y a eu des éléments à charge. Mais cette fois-ci, il faut que ce soit la bonne pour que nous puissions finir avec ce dossier. Parce que si ce dossier est mal géré, ça va en fait pénaliser non seulement la gestion des finances publiques, mais aussi ça va nuire fondamentalement à la confiance que les citoyens placent dans nos institutions. Parce que il faut bien que les citoyens aient confiance à nos institutions. Est-ce que des hommes peuvent faire confiance à la justice? Pourquoi un procès va durer 15 années? Première question. Pourquoi les politiques se sont-ils
enfin, ont-ils manipulé le dossier? Parce qu'en fait, ce n'est pas un dossier politique. A priori. Oui, a priori, parce qu'on se rappelle à l'époque des faits, le chef de l'État s'était personnellement impliqué. En tout cas, il a affiché un volontarisme pour que des moyens soient mis à disposition. Il a sollicité l'expertise de médecins légistes allemands et autres pour que des tests d'ADN soient faits, etc. En tout cas, il y avait l'affichage d'un volontarisme politique, mais en même temps, l'évocation dans le dossier de personnes ou d'autorités en charge de la sécurité, par exemple, présidentielle et autres, qui ont été même des ministres, s'y sont impliqués. On va revenir en détail sur un certain nombre de faits troublants qui, manifestement, jettent le doute ou rendent difficile la procédure. Tenez, commençons par les anachronismes. Ce dossier en comporte mais une foultitude. On commence par l'anachronisme lié au timing. Au timing du présumé, c'est-à-dire de la situation du présumé coupable au moment des faits. Alofa serait en prison au moment de l'irruption du drame, de la disparition de Dainvo. On établit que il est sorti de prison pour aller commettre un crime qui se serait déroulé bien avant sa sortie de prison. Un tel anachronisme, qu'est-ce que ça vous dit comme spécialiste des enquêtes judiciaires, policières? Alors, je voudrais que vous puissiez acquiescer que, en dépit de ce qui est dit là, l'audience qui se déroule actuellement nous révèle certaines vérités qui laissent même les acteurs, ceux qui ont participé, qui étaient membres de la commission d'enquête judiciaire, qui sont obligés d'aller répondre des actes qu'ils ont posés. Ça laisse vraiment à réfléchir, parce qu'un officier de police judiciaire, dans une enquête dont le directeur, le procureur de la République, qu'est-ce qui a pu être fait pour qu'il retourne pour s'expliquer? Ça pose un problème aujourd'hui. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Des informations, des compléments d'information. Je suis désolé, je vous avais dit tantôt, j'ai cité un certain nombre de dossiers dans lesquels il y a eu des acteurs qui ne sont jamais allés à la barre. Je ne vais peut-être pas revenir sur le détail, mais bon, votre modeste personne ici présente, j'ai été membre des OPJ participant à l'enquête sur le braquage de la frontière de Craquet, où j'étais en charge de ce commissariat. Depuis combien d'années je n'ai jamais été interpellé pour quoi que ce soit. Lorsque le travail est bien fait, j'avais dit tantôt, et vous me permettez, lorsque le crime est arrivé, il y a la saisine. Comment est-ce que la structure compétente a été saisie? 1. 2. Les acteurs, les officiers de police judiciaire. 3. L'environnement de l'enquête. 4. Les communications autour. Vous avez évoqué l'immixtion. Et qu'il vous souvienne que sur les lieux de l'exhumation, le procureur de la République, sauf erreur de ma part, était présent. Il était là, l'autorité judiciaire la plus indiquée pour parler. Certes, je ne dénie pas le droit au ministre de la Justice. Je ne dénie pas de la justice d'intervenir, mais il aurait été bon qu'il calme les populations, les tensions et rassure sur ce qui va se passer, sur les suites que nous espérons. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration du ministre de la Justice d'alors, justement sur le théâtre présumé du crime, lorsqu'il établit à la limite de manière définitive la culpabilité du présumé coupable qui lui aurait été désigné, c'est-à-dire Alofa, en tant que ministre de la Justice? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que cela vous a fait sourire. Et en même temps que ça interpelle. Et personne ne lui dénie le droit de parler. Mais ces propos doivent être circoncis. Et celui qui peut parler, ce n'est pas lui, comme je l'ai dit tantôt, mais vous venez de dire, il a tout fait de parler. C'est comme si le résultat était déjà connu, orienté, indexé. Alors que,
il n'y a eu qu'un acte. Il n'y a eu qu'un acte. Mieux, la scène de l'exhumation, apparemment, si vous revoyez les images, il y a eu du monde. Qu'est-ce qu'on a préservé comme trace? La police technique scientifique, si elle devait intervenir, il y avait du monde là. Qu'il vous souvienne que la presse avait été interdite d'accès. Moi, je ne veux pas évoquer les raisons, je n'en sais pas plus, mais je voudrais dire qu'il y a eu assez de communication, comme nous le constatons. Et le rôle du ministre, c'est qu'il est le garant de l'application de la politique pénale. Mais il ne peut pas déjà, c'est péremptoire, que d'affirmer tel, nous sommes sur la piste, comme s'il était... Avant le procès, en fait. Comme s'il était officier de police judiciaire. Avant le procès. Les acteurs sont connus lorsque il y a une infraction, un crime qui se commet et que l'officier de police judiciaire se déplace, fait le transport sur les lieux et que le procureur de la République arrive. Le procureur peut ordonner à l'officier de police judiciaire de poursuivre ou il le dessaisit. L'enquête peut être orientée ailleurs. Le procureur de la République a les prérogatives. Et si le juge d'instruction arrive sur les lieux, chaque acteur sait ce qu'il a à faire. Alors, vous aviez évoqué tantôt, je crois que c'est M. Attali qui disait, il a parlé donc d'une personnalité qui aurait eu le téléphone, tout ça. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Une personnalité, soyons précis, il s'agit de l'ancien chef de la garde présidentielle, le colonel Kouma Segbo. Alors moi, je vais rester... Dans les mains de qui? C'est des faits, voilà. Ça a été relaté. Voilà. Moi, je voudrais rester dans la procédure pour dire, ce téléphone, il est un élément indicateur précis. Et ce qu'il y avait à faire, c'est que ce téléphone doit être pris en charge par la police scientifique technique qui fait les relevés d'empreintes pour savoir qui sont ceux qui ont eu accès à manipuler ce téléphone et d'où c'est parvenu. Et pourquoi tout ce trajet-là? Quel est l'objectif final? Je n'ai pas souvenance de ce que cela a fait l'objet d'un procès verbal. Et c'est en cela que je salue les magistrats qui, dans leur sens aigu de faire dire la vérité, rien que la vérité, en sont arrivés là parce qu'il y a 15 ans, tout le monde se plaint et l'affaire d'Anivor est devenue une affaire de gros calibre. Mais personne ne pouvait savoir qu'un jour, ceux qui ont la charge d'élucider, de poser les premiers actes, en viennent à répondre. On va à la régie pour recevoir un téléspectateur. On reviendra sur un certain nombre de faits troublants dans ce dossier. Il y a des pièces à conviction qui ont manqué, qui ont disparu, hélas des témoins aussi. On va à la régie pour recevoir le premier ou la première téléspectatrice qui voudrait intervenir. Le principe, on le rappelle, pas d'injure, pas d'attaque, pas de condamnation. Merci d'intervenir, de vous présenter. Allô? Bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour, bienvenue. Bonsoir. Bonjour, monsieur Ouliassou. Bienvenue. Ok, moi, je m'appelle Moïse Messan. Monsieur Messan. Je voudrais demander juste quelque chose. Malgré mon coefficient intellectuel qui n'est pas trop élevé, permettez-moi de demander quelque chose. Paraît-il que l'accusé Alofa a eu à communiquer avec la victime au moins une dizaine de fois. Bon, maintenant, vu le rang de la victime et Alofa, quelle affiliation y a-t-il entre eux au point où il a eu à communiquer avec lui? Ça fait un. Le second, on a dit qu'on lui a administré des produits. Administrer des produits à quelqu'un, il faut que vous soyez assis, en train de boire ou bien dans une atmosphère quand même. Maintenant, par quelle magie ou alchimie, ce produit lui a été administré? C'est ça, moi, je n'arrive pas à comprendre. Quelle affiliation y a-t-il entre eux préalablement au point où ils peuvent s'asseoir et boire? Je ne sais pas, en buvant, comment ça s'est passé? Maintenant, là où on dit que les
l'accusé était en détention, garde à vue ou bien en prison au moment des faits. On est allé le chercher. Et nous allons faire un retour en arrière sur les images. Moi, la petite lecture que j'ai fait sur l'image, c'est qu'au moment où on a posé la question à l'accusé qui a tué Zaïwo, il a répondu gaillardement oui que c'est lui. Mais c'est que vous allez voir que il a répondu avec une sérénité, il n'a pas eu peur, bon, tout comme s'il avait une couverture. C'est la lecture que moi j'ai faite. Donc, bon, dans ce cas, bon, sinon, quelqu'un qui a tué, vous lui posez la question, il ne peut pas accepter du coup comme ça avec une gaieté. Bon, excusez-moi, c'est la lecture que moi j'ai faite. Donc, c'est ce que moi je veux demander, et puis, bon, peut-être dans l'évolution, tu vas voir s'il y a encore autre chose à comprendre. Merci. Merci à vous. Merci pour votre intervention. Merci de votre intervention. Si on n'a pas un autre téléspectateur, juste après cette intervention, on peut réagir. Ah oui, j'entends crépiter le combiné. On peut? Voilà. Bonjour à vous, chers téléspectateurs ou téléspectatrices. Merci d'intervenir. Allô? Ah oui, allô? Merci de vous présenter. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, moi, c'est Pakoum Zissou. Monsieur Zissou. Allô? On vous entend. Moi, c'est Pakoum Zissou. Il y a des grésillements, mais on vous entend. Oui. Oui, je vous reçois. Allez-y, monsieur. Oui, juste pour demander par rapport à ce que nous disons, et ce que moi je veux savoir, que par rapport celui qui vient de parler, effectivement, celui qui a tué ne peut pas répondre carrément comme ça, bien simplement comme ça, tu as tué quelqu'un. Il va dire oui, comme ça c'est un peu grave. Mais l'affaire d'Aïvo est une affaire où moi, à chaque fois, ça me fait toujours mal dans mon pays que ces choses-là arrivent depuis bientôt 15 ans. Et moi, je suis d'un département que oui, et ça me fait un peu mal que l'affaire n'est pas encore claire. Je veux que par la justice de notre pays, que l'affaire soit claire et nous allons trouver les participants. Merci. Merci à vous, M. Pakoum Zissou, pour cette intervention. On fait réagir sans rentrer dans le dossier, parce qu'il y a des questions qui ont été posées qui rentrent dans le fond du dossier, à savoir, pourquoi, dans un premier temps, dans un premier élan, le présumé coupable, il répond par l'affirmative qu'il est l'auteur du crime, et puis après, il revient sur ses premiers aveux. Enfin, je crois qu'il n'est pas de notre ressort de pouvoir répondre à... On compte sur la formation judiciaire pour apporter des éléments d'éclairage sur cette question de fond. Ensuite, M. Pakoum Zissou, il est revenu un peu sur ce sujet et souhaite simplement que la justice aille jusqu'au bout. Ça fait 15 ans que ça dure. Alors, j'avais évoqué, on avait été en train d'analyser un certain nombre de faits troublants, de pièces à conviction qui auraient pu, dont certaines ont été manipulées, comme le téléphone sécrété par des officiers qui ne sont pas partis, qui ne font pas partie de la commission d'enquête. Et on se demande quel mandat, par exemple, le chef de la garde présidentielle a reçu pour aller subtiliser ou retrouver le téléphone, garder le téléphone de la victime par devers lui. Mais il y a également la voiture de la victime. La voiture de la victime, qu'on aurait pu interroger, qui aurait pu parler en termes de traces d'ADN, ça aurait pu permettre aussi à retrouver des traces, éventuellement, de potentiels suspects. Mais Nelly. Alors, j'avais évoqué tantôt la manipulation de ce téléphone et l'origine, la destination. Et est-ce que ce téléphone a été finalement mis à la disposition donc des enquêteurs? Moi, je n'en sais rien. Je m'interroge. Mais vous avez évoqué le deuxième problème, le deuxième aspect assez important, c'est la voiture. De la victime. La voiture de la victime, il n'y a pas autre chose à faire que d'inviter la police scientifique et technique
pour faire les prélèvements d'empreintes. Et chaque individu a son empreinte. Il n'y a pas de confusion dans la vie. Même les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes. Donc, on a deux éléments déterminants dont l'exploitation aurait permis d'éviter d'avancer. Oui. D'avancer dans l'enquête. Donc, le téléphone et le véhicule, et ça, c'est des faits probants. Leur exploitation vont convaincre nécessairement. Ce sont des pièces clés. Voilà. Et à côté de ça, on aura maintenant les auditions. Et puis, on va revenir sur les auditions, parce qu'il y a eu aussi des bizarreries. On va prendre aussi la réaction de M. Attadé sur ces éléments assez importants qu'on ne retrouve pas. La voiture de la victime, le téléphone qu'on aurait retrouvé dans les mains d'une telle personnalité, ce profil. Chéri, au téléphone. Me dit, monsieur, que notre intervenant, on vous repose la question, monsieur. Dans un instant. Bonjour à vous. Merci d'intervenir. Bonjour. On vous entend. On vous Merci entend. de vous présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ouais, moi c'est Crépin Baounou. Je vous appelle depuis Adjoum. Baounou. Très bien. Monsieur Baounou, on vous entend. Ok. Et je veux savoir que je viens de comprendre qu'au moment où monsieur Taïbo était assassiné, monsieur Alpha était en prison. Bon, ce que je veux savoir là, est-ce que monsieur Taïbo avait rendu visite à Alpha pour qu'il soit assassiné à la cour? Monsieur Alpha avait l'autorisation assassiner monsieur Taïbo. Alors ma première question. Ma seconde question. Monsieur Alpha pourrait assassiner M. Taïbo. Donner les raisons pour lesquelles assassiner M. Taïbo. Merci. Voilà mes deux questions. On n'a pas bien saisi la deuxième question, mais bon, la première question, c'est encore une question de fond. C'est une question de fond. Quel lien y aurait-il entre la victime et puis M. Alpha? Est-ce qu'il a rendu visite pour que s'en ait suivi ce que nous sommes en train de déplorer? Mais avant, M. Attadé, quelle appréciation faites-vous de ce profil de personnalité au sommet de l'État, au mains de qui on aurait retrouvé ce téléphone? En fait, forcément, ça serait une émission de personnes inattendues dans un dossier aussi sensible et complexe. Et forcément, c'est pour certainement empêcher la manifestation de la vérité. Parce qu'il y a une question importante derrière qui l'instruit. Ah non, ça je ne peux pas le dire. Non, je dis c'est des questions. Bon, nous sommes dans les questionnements parce que voilà, vous et moi sommes limités. Il y a que... Peut-être que c'est aussi un volontaire qui participe à élucider le problème. Sans en avoir eu mandat, puisque le chef de la commission d'enquête spéciale a déposé à la barre, justement à la dernière audience. Il n'a reçu aucune instruction, aucune orientation. Il n'est pas membre de la commission, donc par quelle alchimie il s'est retrouvé en possession de cette pièce maîtresse, le téléphone portable de la victime, jusque-là, mystère. Ce que vous et moi connaissons, c'est que quand on est chef de la sécurité, chef d'État, il est possible qu'il garde le portable chef d'État. Alors, est-ce que Taïbo était-il chef d'État pour qu'on retrouve le portable de... Bon, je n'en sais absolument Point d'interrogation. C'est la question, en fait. C'est pourquoi je lui dis qu'il faut que la justice, les juges, fassent leur travail avec transparence pour que nous puissions enfin finir avec ce dossier qui reste, après tout, un dossier d'État. Et des dossiers d'État, il y en a. Il y en a plusieurs. Donc, on ne va pas prétester ce que nous sommes dans une période préélectorale pour ne pas ouvrir des chantiers qui touchent par exemple à l'éthique. Parce que vous savez qu'au niveau du Haut Commissariat à la prévention, nous avons un avis institutionnel à donner sur la nomination des hautes personnalités, aux hautes fonctions. Et à ce titre, il faut savoir qui doit être nommé. Parce que nous sommes là dans l'hypothèse de l'affaissement moral et éthique. Il y a un problème éthique, un problème moral. Qu'un ministre dise qu'il soit allé, qu'il a pris de l'argent chez quelqu'un. Permettez-moi de ne pas dire qui c'est, parce qu'il a dit ouvertement. Et qu'il soit allé voir un détenu qui lui a remis de l'argent. À quelle fin? Vous savez, il a dit. Bon, dans cette condition, c'est un ministre quand même de la République. Bon, on parle là aussi pour que tout le monde comprenne très clairement ce dont on parle, ce qu'on évoque. Il s'agit des déclarations du ministre Lani Davor qui dit avoir reçu un appel d'un proche du chef de l'État qui lui aurait demandé, du chef d'État de l'époque, qui lui aurait demandé d'aller remettre de l'argent à l'un des accusés. C'est de ça qu'il s'agit. Ça questionne, ça interroge. Mais un détenu en prison. Un détenu en prison, oui, ça interroge. Et impliqué dans l'affaire. C'est une grosse question. Impliqué dans cette affaire criminelle. C'est les déclarations du ministre en charge, en fait, le garde des Sceaux.
Je crois que nous sommes dans la dynamique de la parole du silence. Quand est-ce qu'il faut parler? Quand est-ce qu'il faut savoir se taire? Et vous avez bien fait, contrôleur, de dire que le ministre, en fait, aurait pu se taire et appeler à l'apaisement. En fait, travailler sur les effets psychologiques et garantir que le procès va suivre son cours et que nous allons faire de la lumière sur cette affaire. Puisque tous les citoyens, aussi bien la famille d'Aïvo, que les citoyens béninois ordinaires, que tout fonctionnaire qui va au service, qui entend rentrer chez lui en paix, est préoccupé par cette affaire. Vous voyez, les questions sont plus des questions de fond. Bon, alors, nous sommes limités, nous qui sommes ici. Il faut bien, évidemment, que notre justice, cette fois-ci, enfin, j'espère bien, finisse avec ce dossier dans la transparence. Le gouvernement a intérêt à ce que tout se passe dans la transparence. Et c'est bien que je constate qu'il y a une attention particulière portée sur ce dossier. Et vous avez vu les incongruités du dossier. Vous avez évoqué les questions d'anachronisme. Alors, pendant que le meurtre se perpétrait, le présupposé serait en détention. Bon, alors, il y a quand même un problème. J'ai eu une formation d'historien à la base. Nous, en tant qu'historiens, la charpente, la narration, c'est la chronologie. La chronologie. Quand il y a anachronisme, c'est qu'il y a un problème. Alors, l'anachronisme ici est volontaire. Ça veut dire que si c'est volontaire, ça vise à brouiller une piste. Et c'est en cela que les commissions, vous avez évoqué des commissions qui ont réussi, mais nous avions eu d'autres commissions qui n'ont jamais abouti. Parce qu'on dit que quand on veut noyer une affaire au Bénin, il faut créer une commission. Et maintenant, c'est heureux que sous la gouvernance du président Talon, qu'il n'y ait pas de commissions qui noient les affaires. C'est en cela que je salue la transparence, en fait, dans la procédure qui est en cours. Nous devons faire en sorte que, nous finissons avec la manipulation des procédures. Ça, c'est indispensable si nous voulons garantir les règles, les principes de bonne gouvernance. Notre nation est une nation sérieuse. Et le Bénin a changé de cap. Donc, nous devons faire en sorte que, dans la conduite des affaires, aussi bien au niveau de la justice qu'au niveau, évidemment, des forces de police et de sécurité. Vous avez vu, évidemment, que le ministre en charge de la sécurité a été déchargé un mois avant. Un mois avant, puisque lui était impliqué dans le dossier ICC. En fait, 2010, c'était l'année des grosses affaires. Le 27 juillet 2010, le ministre, en fait, que j'appelais Aman Sharma, parce que Yamazis Dohoué a été cité dans une affaire, et puis bon, on l'a déchargé. Le 27 juillet 2010. Et le 17 août, il y a eu un crime. Il n'est pas impliqué, mais il y avait un dossier. Ça veut dire que le chef de l'État de l'époque avait tellement de grands dossiers qui taraudaient son esprit. Je vois bien son implication, parce qu'il a bien voulu que l'affaire soit conduite. Mais il y a eu l'immixtion de personnalités diverses, de tout corps, qui nous laissent poser des questions sur la transparence de la conduite de cette affaire. Alors, Monsieur Edor Soglo, est-ce que vous pensez que la sensibilité de ce dont il est question, cela peut amener, par exemple, quelqu'un qui s'occupe, par exemple, de la sécurité du chef de l'État à s'intéresser à un dossier pareil? Je ne sais pas si c'est le cas d'espèce ou vous parlez de façon générale. Non, de façon générale. Pour d'abord comprendre. De façon générale, il ne m'appartient pas de définir toutes les missions que la haute autorité, le président de la République, peut être amené à confier à son chargé de la sécurité. Mais ce que je voudrais dire, ici, nous sommes dans un dossier précis. Il s'agit d'un crime. Et les acteurs premiers, c'est ceux qui sont chargés de l'enquête. Et eux, ils ont à leur tête, le chapeau, c'est le procureur de la République. Point. Et ceux qui sont nommément désignés pour faire ces enquêtes, ils sont connus. Ils sont connus. Alors, pardon, toujours dans ce dossier, pour évoquer des faits troublants, notamment des pièces très importantes sur lesquelles la police, les procès-verbaux, recueille des déclarations dans les enquêtes préliminaires, les procès-verbaux. On a à l'audience, il a été établi que, et ça c'est Maître Baparapé qui l'a évoqué à la sortie de la dernière audience aux médias. On n'a hélas pas les images, peut-être pourrait-on les retrouver. Il indique que justement il le déplore comme l'un des anachronismes, l'une des bizarreries, des incongruités de ce dossier. Le directeur de l'enquête, dont le nom est affiché en tête du procès-verbal, ne voit pas sa signature à la fin de ce même procès-verbal qui est signé par un autre agent de police de l'enquête.
Est-ce que ce sont des faits normaux? De toute façon, l'avocat, lui, il est gêné par ce détail. Moi, je pense que dans la vie, les compétences n'ont pas de couleur. Un officier de police judiciaire, conformément au code de procédure pénale, lorsqu'il y a une infraction, lorsqu'il y a un crime, il constate, il réunit les preuves. Et quand on parle de preuves, on a cité des éléments de ce dossier, absolument, notamment le téléphone portable, notamment le véhicule. Et ça, c'est des preuves qu'on aurait pu avoir de façon irréfutable. Donc, passer outre, c'est arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et le dernier recours, c'est la justice, heureusement, parce qu'il y a tout ce temps. Et je voudrais peut-être donner un exemple pour illustrer qu'en France, le 6 février 1998, le préfet de la Corse a été assassiné. Qu'il vous souvienne. Mais très rapidement, la brigade criminelle de Paris s'est saisie du dossier, compétence de la structure. Les OPJ qui sont intervenus, ils ont eu le concours d'autres services, mais bien connus, bien déterminés, compétents. Et l'auteur, le présumé auteur, j'allais dire, a été retrouvé et mis à la disposition de la justice. Yves Colonna. Et pourquoi pas? Pourquoi on ne pouvait pas faire autant? Alors que de par le passé, l'expérience est là. Et parle. Et cela nous étonne davantage. Monsieur Edouce Soglo, vous avez mené plusieurs enquêtes dans votre carrière sur plusieurs dossiers. Quand on réunit ces éléments qu'on peut qualifier d'incohérence, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Bon, et je pense qu'il faut situer l'analyse à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est de savoir ceux qui ont eu la charge de poser des actes de police judiciaire, qu'est-ce que finalement ils ont fait? Au point d'aller répondre aujourd'hui, c'est triste. Deuxième chose, mais ceux qui ne sont pas acteurs, qu'est-ce qu'ils viennent chercher dedans? D'accord. Ils ne sont pas qualifiés pour. Est-ce que tout ça n'a pas contribué à ce que le peuple béninois s'interroge? 15 ans après, se pose la même question. Que cela a un impact sur le cours de la justice. Il y a encore d'autres questions? Non, mais c'est que la question qui me vient à l'esprit à l'instant là, et si par exemple les magistrats qui sont en charge de ce dossier-là ne fouillaient pas pour qu'on entende ce que nous entendons chacun de nous là, qu'est-ce que nous devenons? Qu'est-ce que nous devenons? Donc du coup, il faut rendre aussi hommage aux juges qui sont acharnés. Et particulièrement au président, selon Maître Anassidé, qui disait qu'il a décidé d'aller jusqu'au bout. Cela est réconfortant. On va recevoir un autre citoyen ou citoyenne qui est en ligne et qui souhaiterait intervenir, à moins qu'il soit ou elle soit partie entre-temps, parce que j'ai entendu Grésier résonner le téléphone. Sinon, la grande question, très bien, ma réalisatrice me confirme que le téléspectateur est là, est en ligne. Alors, chers téléspectateurs ou téléspectatrices, merci de participer à cette émission. Merci de vous présenter et d'intervenir. Oui, allô? Bonjour. Oui, c'est Thierry Chani Gaba depuis Condé, dans la Takora. Monsieur Gaba. Ok, merci pour l'émission. Oui, allô? On vous entend, très bien. Oui, je dis merci pour l'émission qui nous permet, nous qui sommes dans les données profondes, donc de suivre en direct et d'émettre nos opinions. Dans un premier temps, je voulais remercier la SLTB donc, pour cette émission et qui met au clair un certain nombre de dossiers et je leur souhaite du courage pour des dossiers sensibles comme ça. Canal 3 aussi, nous ne sommes pas seuls sur le coup. Deuxièmement, je voudrais saluer la qualité des invités, à savoir M. Attadé, analyste politique, et comment dit-on, et l'OPJ qui est avec nous en blanc, qu'il regarde en face à la télé, par la qualité, c'est-à-dire de façon scientifique, ce que chacun l'autre en tant qu'analyste politique, juriste,
et l'autre en tant qu'OPJ. Donc, ils nous donnent des informations que nous ne savons pas, quand même nous ne sommes pas de l'aide. Franchement, c'est très bien. Maintenant, si j'ai à opiner, c'est du côté de la presse de façon générale. Depuis 15 ans que ce dossier est là. La presse, c'est le quatrième pouvoir. Qu'est-ce que ce quatrième pouvoir a fait aux côtés de l'exécutif ou de législatif ou bien du judiciaire pour amener au clair ou bien pour qu'on puisse finir avec ce dossier-là? Voilà que maintenant, c'est un dossier entre deux régimes. La presse n'a pas pu forcer le régime qui est sorti pour amener pour nous dire la vérité. Le régime qui est arrivé de la rupture, il est un peu sortant et c'est en ce moment-là que le dossier vient. Or, c'est bienvenu. L'essentiel, c'est que tout soit clair. Maintenant, beaucoup vont mal interpréter pour dire que parce que le régime est sortant, maintenant il veut amener des dossiers, des chasses aux sorties, des chasses et tout de suite. Franchement, moi, je voulais inviter à travers mon intervention la presse quatrième pouvoir à jouer son rôle à tout moment. Donc, sans rien craindre et nous sortir des dossiers. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous, M. Gabart. Merci pour votre observation qui relance en même temps une question. Mais attention, chez Canal 3, je vais quand même nous rendre justice, enfin, d'une manière générale. On a, dans les archives, j'en ai retrouvé des sujets réalisés, même des émissions directes, des émissions de la matinale, de part et d'autre sur Canal 3 Absolument. Et autres, des chroniques qui ont été faites sur cette affaire. La presse n'est pas du tout restée en retrait. Il y a que nous sommes à chaque pouvoir, vous l'avez dit, quatrième pouvoir, mais nous avons nos limites. Chaque pouvoir reste circonscrit dans son déploiement, dans les limites de ses compétences. Nous n'allons pas à nous transformer en juge ou en enquêteur de police, mais juste à rendre compte aux citoyens de comment les affaires publiques sont gérées et conduites. C'est ce que nous faisons. Mais en même temps de cette préoccupation, il y avait aussi une question. Est-ce que le tribunal doit s'intéresser à un dossier en ayant un regard sur un agenda électoral? Non, pas du tout. Je crois que les citoyens, il faut leur dire que le timing doit... une fâcheuse coïncidence. Le timing ne doit pas gêner. Le timing ne doit pas gêner. Je crois évidemment qu'un dossier peut être ouvert à tout moment. Et le tribunal peut décider, parce qu'en fait, c'est après avoir réuni les éléments d'enquête, parce que j'ai dit ici qu'il y a un ministre de la Justice, le ministre Séverine Quenum, qui a instruit le parquet de faire poursuivre les enquêtes pour qu'on puisse réunir toutes les dépositions, les déclarations qu'on vérifie les déclarations de M. Alofa, puisqu'il a épinglé plusieurs personnalités. Or, dès lors que des personnes politiques sont épinglées, c'est d'une haute sensibilité. Je crois qu'à ce titre, on ne peut pas aller aussi vite que ça. Deuxièmement, c'est que si l'intervenant fait un procès à la presse, c'est parce qu'il attend ce que nous ayons une presse d'investigation qui force la main un peu dans les dossiers. Bon, il a peut-être raison, mais il a peut-être été plus intéressé par, je crois, le format de cette émission. Je crois qu'il souhaite avoir des émissions de ce format pour que tout le peuple béninois ait la possibilité de dire son mot dans les débats d'intérêt, notamment... Transparence oblige. Absolument, parce que je suis dans une institution qui promeut la transparence, qui promeut la bonne gouvernance. Donc je crois que je suis très sensible à ce qu'il a dit et j'appelle la presse à faire plus davantage de transparence. Mais j'invite aussi les magistrats à mettre de la célérité. Vous savez que le chef d'État a fait voter par le Parlement une loi, la loi 2020-08. Du 23 avril 2020, portant modernisation de l'appareil judiciaire. C'est pour assurer en fait la célérité au niveau de nos juridictions. Et c'est après cette loi que nous avons eu la loi 2020-09 du 23 avril 2020 portant création du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Je crois que le chef d'État béninois, il est dans une logique et il faut que les institutions l'accompagnent et que le peuple béninois l'accompagne. Ce que nous faisons aujourd'hui, il faut bien que les gens sachent davantage sur cette affaire d'Aïvo. Parce que ça a trop duré. Et il n'y a pas que ça. Certainement que nous aurons, par le timing, par la cadence des dossiers, les gens vont se faire des idées croyant que c'est lié aux échéances politiques. Pas du tout. Il y a un temps pour tout, parce que je ne suis pas juriste, je ne suis pas magistrat, mais il y a un temps pour boucler une enquête. On a interrogé Maître Olga Anassili, qui est
qui défend la partie civile, sur justement le timing. Elle a indiqué que justement la relance du procès, la réouverture du procès est liée à l'évolution de nouveaux éléments dans l'enquête. Donc je parle aussi sous votre contrôle, tant qu'il n'y a pas de nouveaux éléments à mettre au dossier, bon, on continue les investigations. Et donc quand il y a de nouveaux éléments, on rouvre le dossier pour que l'enquête se poursuive. L'essentiel, c'est de ne pas laisser totalement retomber une affaire criminelle qui a mis en cause la vie d'un citoyen et qui, notamment le véhicule, qui fait souffrir toute une famille. Ce véhicule se trouverait au Nigeria, selon la version officielle qui a été présentée. Alors quand ce crime peut se commettre ici, consommé en fait au Bénin, et que les éléments qui peuvent servir de témoins, en fait, le portable, heureusement que ça s'est retrouvé dans les mains d'un chef de la sécurité présidentielle, mais le véhicule, paraît-il qu'on l'a démonté, que ce serait retrouvé au Nigeria. Mais c'est un peu comme si les gens avaient intérêt à ce que la vérité ne se manifeste jamais. Oui, parce qu'après, quand le portable, une pièce à conviction importante, se retrouve dans des mains pas appropriées, la question c'est aussi qui se pose derrière, c'est au bout d'après, combien de manipulations ou quelle manipulation? Mais écoutez, c'est une grosse question. Vous connaissez avec moi que quand Alofa a été interné, a été gardé dans les maisons d'arrêt, à la veille de l'ouverture de son procès, je crois le 5 février 2015. Le 4 février, la veille de sa première comparution, il s'est évadé. Et il n'a été rattrapé que par la gendarmerie togolaise, qu'il a extradé. Il est revenu et quand on l'a interpellé, vous avez suivi son témoignage à l'occasion de l'ouverture en 2016, à la seconde comparution, en fait, la vraie comparution. Parce que c'était en 2015 qu'on devait ouvrir le dossier. En 2016, quand il a comparu, il a dit évidemment que ce n'est pas une évasion, qu'on l'a aidé à partir. Bon, alors quand c'est comme ça, ça veut dire que dans ce dossier, il y a des gens il y a une main invisible. Bon, alors il faut que la justice fasse son travail de façon transparente pour que nous ayons les éléments et qu'on sache désormais qu'au Bénin, plus jamais un crime comme ça ne restera impuni. Je crois que c'est à cela qu'il faut travailler. Cher Eric, chers invités, on est là à poser une question fondamentale. Au bout de cette affaire criminelle, est-ce que c'est finalement, ça devient une affaire d'État, c'est une affaire d'État, une affaire politisée? En tout cas, l'ancien chef de l'État, lui, il a toujours incriminé comme une sorte justement d'immixtion des politiques, des politiciens dans cette affaire de manipulation des citoyens pour soulever des manifestations de citoyens qui, dans toutes leurs sorties, réclamaient à l'époque des faits que justice soit faite, que la vérité éclate au grand jour. À l'époque même, les cris, les requêtes appelaient à ce que Danivor soit libéré, parce que des gens considéraient à l'époque que Danivor a été juste kidnappé. Retour sur les images en complicité avec la régie des manifestations de l'époque pour qu'on en discute. Il y a eu non seulement des citoyens, des syndicats, mais des acteurs politiques aussi qui ont manifesté. On va à la régie poursuivre. C'est des images d'archives, attention à la qualité. Des milliers de personnes en rang serré manifestent. C'est une marche contre l'insécurité. En tête du peloton, les leaders de la plus grande force de l'opposition au Bénin, l'Union fait la nation. Ils drainent derrière eux une foule compacte et très déterminée de militants acquis à la cause qu'ils défendent. Notre pays est devenu un pays d'insécurité où on peut enlever les citoyens sans que le gouvernement joue sa partition. Et chacun de nous sait que depuis 3 ou 4 jours qu'ils ont annoncé leurs mesures, rien n'est fait, absolument rien n'est fait. Et nous constatons que le gouvernement est complice. Montrer leur indignation et pousser le pouvoir à faire la lumière sur la disparition sans nouvelles de Pierre Urbain Danivor, cadre du ministère de l'économie et des finances et président du bureau provisoire de l'Union à Kweyogwe. C'est bien le motif principal de cette sortie mouvementée des forces unies de l'opposition. Partis de plusieurs endroits avec pour point de regroupement la place de l'Étoile Rouge, d'où ils convergent ensemble vers le stade de l'amitié de Kourounou, ils dénoncent l'insécurité qui va grandissant au Bénin. On nous braque dans ton part, on nous braque à se craquer. Et on dit la situation est sous contrôle. 2 mois plus tard, les braqueurs reviennent et nous tuent. Ça suffit! Ça suffit! Nous voulons un Bénin où nous soyons tous en sécurité. Nous ne voulons plus qu'on arrête nos enfants sans raison.
Nous voulons retrouver Urbain Danivo. Urbain Danivo, libéré, Danivo, libéré, Danivo, libéré, Danivo. Sur les lieux de la manifestation, un fort déploiement militaire. C'est une manière pour les autorités d'éviter tout débordement, puisqu'à l'intérieur du stade, les forces coalisées de la mouvance présidentielle se regroupent aussi. Cette coïncidence ne laisse pas indifférente l'Union fait la nation. Bang, bang, bang. Nous ne voulons pas du crépitement des armes. Nous ne voulons pas de la guerre. Nous n'insultons personne et nous ne voulons du mal à personne. L'Union fait la nation apporte son soutien à la famille et aux collègues du sieur d'Onivon. Cette manifestation d'envergure n'est que le début d'une série d'actions musclées. La FECINTRA Finance a observé un sit-in ce matin dans l'enceinte du ministère de l'économie et des finances. C'est en exécution de leur menace de sit-in tous les mardis. Menace proférée pour mettre la pression sur les autorités béninoises en vue de retrouver leur collègue Pierre Hubert Danhivo, ce cadre disparu il y a un peu plus de mois. Et le sit-in de ce matin a reçu le soutien d'autres délégations syndicales telles que le syndicat des travailleurs administratifs, techniques et de services de l'éducation nationale, le syndicat des travailleurs du plan et de la statistique et même une délégation de la coalition ABT 2011. Ce fut l'occasion pour les manifestants de présenter au public le frère cadet Joachim Danhivo, annoncé comme disparu depuis 15 ans par certaines langues. L'homme qui est rentré de la Côte d'Ivoire où il travaille depuis 1997 s'est prononcé au micro de Tanguy Agoyi et Elvis Tonokwe. Je suis resté sans nouvelles pendant peut-être 3 ans parce que j'étais dans une zone de guerre. En 2002, quand la guerre a éclaté, je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas donner des nouvelles. Mais dès que je suis sorti de cette zone, et toute la famille a mes nouvelles depuis bon moment. Tous les jours, toutes les fois je peux j'écris, toutes les fois je peux j'appelle, on m'appelle, et puis bon voilà. Donc en réalité, je n'ai pas disparu. Je ne suis pas inconnu à Cotonou, j'ai fait toutes mes études ici. J'ai quand même certainement des gens de promotion, j'ai des gens qui me connaissent, l'ambassade enregistre quand même des gens là-bas, donc bon voilà. Quand on est disparu, on n'apparaît pas et puis on n'a pas de situation géographique. Bon, l'ambassade a toutes mes références là-bas, donc ce qui veut dire que je suis bel et bien en Côte d'Ivoire. Quel que soit le risque, il fallait que je vienne pour démentir les formations. Si en venant, ça peut permettre de libérer mon frère, c'est d'ailleurs pour ça que je suis venu. Je suis inquiet parce que les gens m'ont appelé, les gens m'ont menacé, bon mais ça ne m'a pas empêché de venir. Nous l'avons promis aux travailleurs, nous l'avons promis au peuple béninois et nous l'avons réalisé parce que nous avions été au ministère des Finances et de l'économie scandalisés lorsque le conseiller spécial aux affaires politiques du chef de l'État et le sieur Kouedjissi Maxime, le même jour, c'est-à-dire le dimanche 12 septembre, sur 2 chaînes de ce pays, à grande écoute, ont affirmé que dans la famille des Danhivo, que c'est un peu comme une habitude, les gens se perdent. Et que Joachim Danhivo aurait disparu il y a 15 ans. Nous avons cherché à joindre Joachim Danhivo, qui s'appelle, en plus de Joachim, il s'appelle Kokou, il s'appelle Kwasi, il s'appelle Joseph, il s'appelle Roch. Voilà tout son nom. Ils ne connaissent pas tout ça et ne donnent que 2 noms. Donc, Joachim Danhivo est arrivé sur notre insistance. Hier, justement, le chef de l'État a reçu des membres de la famille de Pierre Hubert Danhivo, ce cadre donc du ministère des Finances disparu il y a un peu plus de mois. Ensemble, la famille, le médiateur de la République Albert Tevoedjre et le président Boni Yayi ont fait le point. Les actions déjà menées pour retrouver le porté disparu. Suivons sa sœur Anabaï Danhivo. Le chef de l'État a eu l'amabilité de nous recevoir et c'est sur son invitation, ce qui nous a réchauffé le cœur. Nous y étions avec le médiateur de la République qui avait été saisi du dossier. Et le chef de l'État
nous a exprimé de vive voix sa compassion et nous a brièvement rassuré, nous a brièvement rappelé tout ce qui a été fait, l'Interpol qui a été saisi, tout ce qui a été fait pour que notre frère soit retrouvé sain et sauf. Nous lui en sommes reconnaissants de s'être penché véritablement sur ce problème qui nous préoccupe tous. Et au nom de toute la famille, nous l'en remercions. Et nous avons aussi foi que nos prières et nos vœux seront exaucés et que notre frère sera retrouvé sain et sauf. Cela va de soi que nous sommes inquiets, tout comme nos amis, et certainement que nous en comptons parmi vous, tout comme nos amis. Je crois que toute la population est solidaire de la recherche de notre frère. Donc nous invitons tous qui auraient des informations à nous les livrer ou à livrer ça à la police. L'état d'âme, vous savez, on est stressé, vous ne me trouvez pas fatigué? Nous avons perdu le sommeil. Mais nous prions, nous ne pouvons que prier et solliciter l'aide de tous. Nous sollicitons l'aide de tous pour que les informations nous parviennent. Ne dit-on pas chez nous que lorsque la maison du voisin prend feu, qu'on ne lui aide pas à l'éteindre, qu'on est surpris de retrouver le feu dans sa propre chambre? Donc c'est pour cela que nous sommes tous solidaires. Je sais, nous comptons sur la solidarité de tous, sans passion. Parlant de solidarité, cher Eric, mais merci aux archives de Canal 3 qu'on a ressuscité à la faveur de ce plateau. Écho de tension et de pression sociale à l'époque, dans un contexte où un haut cadre du pays de l'économie du ministère des Finances disparaît, et ponctué de déclarations pour le moins quand même inquiétantes de proches du chef de l'État de l'époque qui indiquent que dans cette famille, on est habitué à des disparitions mystérieuses, ce à quoi aussitôt le frère du disparu, Joachim, est descendu de la Côte d'Ivoire, comme il a dit, malgré des menaces qu'il aurait reçues suite à ces déclarations, pour sans doute ne pas venir éclairer l'opinion. Il est venu pour justement faire démentir. Et donc tout ça, ces propos, tout ça, ça jette le doute en fait sur la sérénité qui aurait dû entourer les procédures d'enquête préliminaire. Chers invités. Mais déjà sur l'activisme politique... Les archives n'ont pas... Que dites-vous? Je crois qu'il ne faut pas oublier que M. Daiva, en fait, est membre d'un parti politique. Il est membre du PSD de Bruno Amoussou, et le PSD a fait la fusion avec l'Union fait la Nation. On remercie celui qui est allé, on le supplie de prendre patience le temps que vous répondez. Donc c'est un acteur politique aussi, de l'opposition. C'est ce qui justifie c'était normal, la manifestation que nous avons vue là. Et puis il fut syndicaliste. Donc en tant que syndicaliste, il y a plusieurs corps qui se sont mobilisés pour mettre pression en fait, sur le gouvernement au fin que la vérité enfin se manifeste. Voilà. Et vous avez constaté qu'il n'était pas sûr que Daiva avait été tué. C'est ça. Parce qu'il croyait que Daiva était séquestré et que bon, il faut faire de la pression. Bon, maintenant, c'est qu'il y a des déclarations péremptoires. Quand on est responsable, il faut éviter de prendre la parole aussi activement. Les gens doivent, j'ai dit, il faut respecter la dynamique de la parole, du silence. Quand est-ce qu'il faut savoir sur terre? Ceux qui ont dit, évidemment, que dans la famille Daiva, que les gens ont pris l'habitude de disparaître. Est-ce que c'est documenté? Quelles sont les statistiques qui prouvent que... Vous avez vu, il a témoigné, Joachim m'a dit que pendant que lui venait, là, il faisait des menaces. Et puis, c'est parce qu'il se trouvait en zone de guerre qu'il n'a pas pu avoir accès à sa famille. Maintenant que les conditions sont réunies pour qu'il revienne, on lui a encore mis la pression pour qu'il ne vienne pas. Donc, vous avez vu qu'en mettant bout en bout, j'ai parlé de Alofa qui a dit que lui, on lui a ouvert la porte pour qu'il disparaisse. Et bon, donc, contre... minerais, contre l'argent, parce que c'est 25 millions qu'on doit donner. Autant de faits troublants. Alors, bon, donc, ça, dans ce dossier, une édiction dans le dossier, il y a eu plusieurs actes, enfin, il y a plusieurs tentatives de brouiller les pistes. Voilà. Ce qui fait que la population se dit que le politique certainement serait impliqué derrière. D'où les doutes, les angoisses, les craintes des populations qui manifestaient. C'est un doute légitime. Mais pas que. C'est un doute légitime. C'est en cela que la justice doit nous éclairer. La justice a un grand devoir. Dans la transparence, il faut que tout se sache. Pour que plus jamais au Bénin, on puisse enregistrer des disparitions de cadres
citoyens qui vont servir la nation. C'est à cela que nous devons travailler. Sans que ces affaires soient élucidées, vraiment. Monsieur Dossoglo, ces images remontent à 2010. Je vous voyais sourire à la réaction, à l'itération des acteurs politiques dans ce dossier. Si vous permettez, on se renseigne à la régie pour savoir si on a toujours nos citoyens, nos citoyennes en ligne. Elle est en ligne. Oh, merci beaucoup. Merci pour la patience. Merci de vous présenter. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. On m'appelle Essanou Cointon. Monsieur Cointon, oui. Oui, j'aimerais bien intervenir dans cette émission que je trouve intéressante. Il y a un compatriote qui parlait de quatrième pouvoir qui ne faisait pas assez son travail. Je crois que le travail se fait parce que cette affaire, moi j'avoue que cette émission me permet de comprendre mieux ce qui s'est passé il y a quelques années et ce qui se passe actuellement au barreau. Et moi, mon intervention va sur deux choses. J'aimerais savoir ce que le code pénal dit en ce qui concerne l'inculpation de hautes personnalités. Parce que quand on voit bien ce qui se passe, cette affaire tentaculaire qui va dans le politique, qui va à gauche et à droite, on voit que ça a une connotation politique. Et si je veux bien faire confiance à ma justice, je fais plus confiance à la justice de ce pays à l'ère que nous traversons actuellement, parce que j'ai vécu quelque chose dans ma famille tout récemment. Ma nièce qui a été kidnappée, qui a disparu. Et si on était à cette époque-là de la disparition de Dainvo ou de l'assassinat de Dainvo, je ne crois pas qu'on n'aurait pas pu retrouver ma nièce. Mais quand j'ai vu combien de fois la police de ce pays, les services secrets de ce pays se sont pliés à 4 ou plus pour que ma nièce puisse être retrouvée en un temps record, je crois que cette affaire-là, j'ai confiance que cette affaire sera élucidée. Maintenant, une fois que c'est élucidé et que éventuellement une grande personnalité de ce pays se trouve inculpée ou bien indexée, est-ce qu'on ne va pas tomber dans cette histoire qu'il faut aller à la haute cour de justice, qu'il faut passer par l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que le code pénal dit sur ça? Est-ce que c'est la même juridiction qui détient, qui traite de cette affaire-là, a compétence à éventuellement juger une haute personnalité de ce pays? Parce qu'on risque d'en arriver là, avec ce que je suis en train de voir là, avec toutes les tentacules que cette affaire est en train de prendre. Moi, c'est la question fondamentale que je veux poser. Si on peut m'éclairer là-dessus, ce serait bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Promoteur. La question reste posée. Puisque jusqu'à ce moment précis, aucune personnalité n'a encore été indexée, en tout cas du côté du tribunal, n'est-ce pas? Oui, aucune personnalité n'a été appelée à comparaître, personnalité politique s'entend, en dehors du ministre Lani Davo qui est venu témoigner, témoin par rapport à la mission qu'il aurait reçue. Voilà, aucune charge non plus n'a été retenue. Par rapport à ce que dit la réponse du Code de procédure pénale par rapport à l'inculpation des personnalités politiques, lui-même, il a pratiquement la réponse, le téléspectateur qui est intervenu. La Haute Cour de justice doit intervenir si ce sont des personnalités au sommet de l'État, sauf peut-être des cas de flagrance délit qu'il faudra interroger avec précision. Je n'ai pas envie de dire des bêtises ici à l'antenne dans le détail. On va revenir sur ce détail, mais pour le moment, voilà, comme j'ai dit, on ne peut pas présager de l'évolution possible, y compris vers la comparution de personnalités politiques. On pose des questions, on s'interroge sur les bizarreries, les couacs et les incongruités de procédures qui ont perlé cette affaire. On était sur le point de prendre la réaction de M. Absolument. Dors sur ces images que nous venons de regarder. Alors, vous avez compris que le peuple béninois, à travers les différentes structures, les syndicats, les politiciens en général, quand on fait une observation stricte de ces images-là, il y a certains, aujourd'hui, si on leur repasse ça, ils regretteraient d'avoir parlé. Ensuite, il n'y a que pour la majorité
une exigence. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. Qui est le commanditaire ou qui sont les commanditaires? Et qui sont ceux qui ont eu à charge de faire ci ou ça? Je crois que c'est légitime, ça, là. Ensuite, on entend de temps en temps politique. Moi, je crois qu'on devrait éviter ça. On devrait éviter de transposer des affaires qui sont traitées devant les juridictions, les assimiler à des périodes électorales. Non, qui nous souviennent que ces événements se sont produits en 2010, mais ça n'a pas empêché que le candidat qui devait être élu en 2011 l'a été. Donc moi, je crois que c'est des choses bien séparées. Et les citoyens doivent être suffisamment amenés à se calmer, à faire confiance. Parce qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, ils n'ont pas entendu ces choses, ces versions auxquelles nous avons aujourd'hui. Oui, donc attendons patiemment et évitons donc d'aller trop vite en besogne en pensant déjà, en projetant déjà dans l'avenir des personnalités, ci ou ça, qui vont comparaître. Ce n'est pas de notre ressort. Que chacun sache quel est son couloir de marche. Si c'est la justice, elle sait ce qu'elle a à faire. Et elle le fait déjà si bien que nous sommes de plus en plus, nous avons les yeux ouverts et on se rend compte, ah bon, chacun donc se réjouit de là où on arrive et on souhaite que ça aille plus loin, c'est tout. Vous avez une réaction, mais là, il y a aussi une grosse question. On revient toujours sur le sujet, mais pourquoi Danivo? Pourquoi c'est arrivé à Danivo? En fait, par rapport au statut qu'il avait, haut fonctionnaire ou fonctionnaire quand même, qui aurait en sa main à l'époque des dossiers brûlants, des dossiers stratégiques de l'État. Est-ce que c'est à cause de ces dossiers? On se rappelle à l'époque le scandale qui avait pris toute la société en émoi, c'était le scandale ICC Service. Et quel dossier avait-il en main de si brûlant, de si inquiétant, voilà, et qui ait pu lui valoir cette mise à mort, ce sort macabre? C'est des questions qui restent posées. Ce sont peut-être des hypothèses de travail d'enquête d'investigation. Je ne suis pas à la place des juges, mais ce sont des questions qui ont animé aussi les rumeurs à l'époque et qui pourraient éventuellement, j'en sais rien, ouvrir des pistes d'investigation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je fais affleurer ici sur le plateau un certain nombre de questions qu'on se pose, qu'on s'est posées pendant longtemps et qu'on a le droit de toujours se poser. Parce qu'on veut que la vérité soit mise au jour. Absolument. Je crois que sur la question de fond, il faut laisser la justice faire son travail. C'est ça. Bon, maintenant, il y a eu un narratif qui a été construit, qui est en train d'être déconstruit. Parce que le côté rationnel de tout ce qu'on nous a dit là est en train d'être déconstruit. Vous avez suivi, parce que moi, je suis un peu indigné quand j'ai suivi un ministre de la Justice dire à Romain que nous sommes sur la très bonne piste. Bon, écoutez, très bonne piste, c'est quand même... Enfin, c'est du français facile, ça veut dire quelque chose. Et qu'aujourd'hui, avec les déclarations que nous avons là, que... le ministre soit compromis. Heureusement que la télévision a de la mémoire. Vos archives sont opposables à certaines personnalités. Vous avez bien fait de dire qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, s'ils suivent ça, pour parler, ils doivent tourner 10 fois, 100 fois leur langue avant de sortir un mot. Toujours le respect de la parole, la dynamique du silence et de la parole. Il faut savoir quand parler et il faut savoir quand se taire. Sur ce dossier, je crois que j'avais dit que courant février 2010, on avait reproché à Petit Palais, parce que c'est une version officielle, qui disait que Daivo aurait communiqué à son parti politique un certain nombre d'informations sensibles touchant au dossier scrabbleux, en fait, aux malversations financières. Bon, bref, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il n'y a que la justice pour élucider ces aspects du dossier. Alors si, parce que étant opposant, parce qu'étant membre d'un parti politique d'opposition, gérant les dossiers sensibles au ministère des Finances, il est normal que si, par exemple, on sent dans la prise de parole de certaines personnalités politiques qu'il y a des éléments qui relèvent du secret, bon, soit. Donc, je ne sais pas. C'est en cela qu'il faut laisser la justice poursuivre son travail, mais nous devons appeler la justice à faire preuve de transparence et que tous les acteurs impliqués soient écoutés. Le peuple est sensible, en fait, à la transparence. Maintenant, il faut qu'on travaille pour corriger les questions d'affaissement de la morale et de l'éthique. Parce que quand on dit un ministre parle, il faut que nous soyons en capacité de dire que c'est des gens qui incarnent, en fait, l'honorabilité, la respectabilité.
Il n'y a que ça, l'exemplarité. Or, tout ce que nous entendons là, c'est de l'indignation, et ça doit nous appeler à réfléchir sur les principes, les mécanismes, à élaborer, à mettre en œuvre pour éviter que nous tombions encore dans ces travers. C'est des travers qu'il faut corriger. Maintenant, je suis heureux que, vu l'intervention, en fait, sur la base de l'intervention du deuxième, troisième intervenant, qui dit que sous l'ère de la rupture, il salue ce qui se fait dans la transparence et la qualité. Que si sa nièce... Il avait perdu sa nièce qui a été retrouvée en un temps record. C'est le dernier intervenant. Mais oui, je crois qu'il faut que nous poursuivions la même dynamique. Que dorénavant au Bénin, qu'on dise qu'une affaire n'est plus dormante. Que toute affaire doit faire preuve de lumière. Il faut qu'on prenne la lumière sur ces affaires pour éduquer à la transparence, à l'éthique, mais aux bonnes pratiques. Parce que nous devons nous inscrire sur les standards internationaux. Vous avez évoqué, par exemple, les enquêtes qui se font à Paris. Vous avez évoqué des crimes où les enquêtes n'ont pas duré. Mais pourquoi c'est chez nous que ça dure autant? C'est un déficit d'expertise. Si c'est le cas, il faut qu'on trouve les formules. Je reste encore avec vous, avec M. Attadi, puisque vous avez évoqué ce concept en début d'émission. Affaire d'État ou affaire politisée? Nous y sommes enfin. Je crois que sur la sémantique, il faut faire attention. Une affaire d'État qui, en fait, touche à des personnalités politiques n'est pas une affaire politisée. C'est la politisation viendrait de ce que on veut utiliser les résultats de l'enquête pour nuire à une autorité politique. Or, pour des gains politiques. Or, pour des gains politiques aussi. Or, depuis un moment, au Bénin, on a constaté que quand des acteurs politiques tombent dans des travers, commettent des infractions et qui sont interpellés par la justice, on dit qu'ils sont prisonniers politiques. Je crois qu'il y a une question de sémantique. Il faut qu'on ait la clarification sémantique, qu'on sache. Est-ce que l'homme politique est différent du citoyen ordinaire? Le citoyen ordinaire, quand il commet une infraction et qu'il est interpellé par la justice, on ne dit pas qu'il est un prisonnier politique. Mais pourquoi l'homme politique, quand il commet une infraction et qu'on l'interpelle et qu'il doit être dans les mains de la justice, on dit que c'est un emprisonnement politique? Ou bien c'est une question politisée? Donc, il faut évidemment qu'on aille à la qualification conceptuelle et sémantique pour éviter que les gens fassent la confusion dans l'utilisation des mots. Ici, dans ce cas, vous avez vu, quand on rappelle le contexte, les enjeux et les acteurs en place, il s'agit d'un crime qui a été commis. Des témoignages, en fait, viennent confirmer le crime. Si c'est le cas, c'est un crime, mais quand des criminels, enfin, les juges vont apprécier. La qualification d'infraction, c'est parce qu'ils ont dit qu'un crime est consommé. Sinon, je ne sortirai pas le mot. Je ne suis pas habilité à dire ça. Oui, mais comme le crime est consommé... Il y a aussi le résultat des tests d'ADN. Bon, si c'est le cas, tous ceux qui sont impliqués, même si c'est des politiques, ils seront traités comme des citoyens ordinaires. Donc, on ne dise pas que parce qu'on a été ministre, parce qu'on a été... Mais non, mais ça, ce qu'il faut rappeler, c'est que nul n'est au-dessus de la loi. On le rappelle tout simplement. Ça paraît une formule banale, mais c'est très important. Nous sommes tous égaux devant la loi. Ça veut dire que ceux qui ont des responsabilités d'État doivent faire très attention. Davantage. Donc, c'est une question d'éducation à la responsabilité. Et on le rappelle. À l'éthique. Vous étiez très attentif. Merci pour ce mot final conclusif, votre mot final. Je ne vais pas dire dernier mot. La vie continue. Merci. Je crois que nous devons insister et exiger à la limite que les personnes qui ont compétence pour poser des actes sachent que ce qu'ils font de bien les dédouanent, mais ce qu'ils font par manipulation ou par injonction ou par volonté de poser des actes ou de faire des contorsions, ils en répondront. C'est clair, c'est net. Ça rattrape. Ça rattrape. Et qu'on établisse un procès verbal et que le contenu en vienne à être remis en cause, c'est tant mieux. Heureusement, la justice est là et nous fait écouter son son de cloche et nous ne pouvons que nous réjouir et leur dire merci et de poursuivre. J'aurais fini en disant qu'il est important que l'indépendance des OPJ dans les enquêtes devienne une préoccupation. Si c'est possible, recommandation que ceux qui ont la possibilité donc de
mettre ça, de concrétiser, même si déjà le Code de procédure pénale le dit suffisamment. De la leur garantir. Voilà, davantage. Parce que cela va aussi de la crédibilité de ces OPJ-là. Et de la justice. Je vois une dernière question pour vous, M. Dos. Tout au long de cette émission, on a relevé beaucoup d'insuffisances et d'incohérences. Qu'est-ce que, in fine, ce dossier pourrait nous cacher, pourrait révéler? Bon, je crois que ce que ça va révéler, c'est que vous savez apprécier les indices. En tout cas, on les a eus quand même dans cette émission. Nous avons parlé déjà suffisamment de l'émission. Il aura peur. Il aura peur justement de s'immiscer dans le fond du dossier. Eric, votre question est vicieuse. on finit là-dessus. Merci de nous avoir suivis. Que vive la justice dans notre pays pour chaque citoyen. Merci. Merci à vous.